L'ordre du jour appelle le débat sur le coût pour les collectivités territoriales de la crise sanitaire et économique, demandé par le groupe Les Républicains. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. J'appelle donc Monsieur Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Vous avez 8 minutes, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comment ne pas commencer ce propos par une plaidoirie à l'endroit de nos collectivités, et singulièrement de nos communes, Monsieur le Ministre, qui ont permis finalement d'accompagner utilement, avec l'agilité qu'on leur connaît, l'État pour être au rendez-vous de cette crise sanitaire, pour permettre finalement à nos concitoyens de pouvoir bénéficier de l'ensemble d'un dispositif complet permettant notamment aujourd'hui la vaccination à grande échelle. Et au moment où nous nous apprêtons, ici même dans quelques semaines, à étudier un texte de loi, le texte 4D, me semble-t-il, nous devons réaffirmer, d'une part, la confiance dans nos collectivités, la confiance dans nos communes, parce qu'aucune n'a échappé, de Brest à Biarritz, de Strasbourg à Privas, à cet exercice utile et nécessaire pour l'ensemble de nos concitoyens, comme je le rappelais à l'instant. Et finalement, ce texte permettra de mettre l'accent sur la décentralisation, sur la déconcentration, mais d'ores et déjà, l'État se doit, selon nous, d'être aux côtés de l'ensemble de nos collectivités. Et être aux côtés de l'ensemble de nos collectivités, c'est les accompagner financièrement. Parce qu'en prenant des décisions au plus haut sommet de l'État, Monsieur le Ministre, vous avez invité l'ensemble de nos collectivités, et encore une fois, singulièrement les communes, à engager des dépenses nécessaires. Nous ne sommes pas ici pour le contester, mais je veux remercier notre collègue Jean-François Husson et l'ensemble de notre groupe d'avoir souhaité mettre à l'ordre du jour de nos travaux cette discussion, pour bien rappeler combien les collectivités ont su faire œuvre utile durant cette crise sanitaire. Les chiffres sont là. Ils ont été rappelés par un rapport parlementaire à l'Assemblée nationale qui fait état de 4 milliards de dépenses, un autre par l'Association des maires de France qui évalue plutôt le coût à 6 milliards. En tout état de cause, les chiffres nous montrent combien les collectivités ont besoin d'être assistées, accompagnées, combien les coûts ont besoin d'être évalués pour qu'ils puissent faire l'objet d'un accompagnement réel de la part de l'État. 4 milliards, c'est important, mais au-delà des 4 milliards, c'est une baisse de 9% de l'autofinancement net du bloc communal. C'est aussi une baisse de plus de 15% de l'investissement, ce qui est inédit. Inédit et particulièrement préjudiciable parce qu'on le sait toutes et tous, les collectivités participent pleinement au développement de notre économie locale par le biais de la commande publique. Il nous faut donc être au rendez-vous et rappeler combien l'État doit aujourd'hui mettre, si j'ose dire, la main à la poche. C'est important, voire essentiel, parce que si il a été très clairement rappelé que l'ensemble des accompagnements sur les centres de vaccination, sur tout ce qui a participé de l'organisation de ces centres de vaccination, sur les matériaux de soins, je pense à l'époque aux masques, aux blouses, tout ce qui a fait que nous avons pu lutter de la meilleure des façons contre le virus et contre ses conséquences. Toutes ces décisions ont dû être prises en urgence et les collectivités faire preuve d'une réactivité absolue. J'en profite pour dire que certaines collectivités nous ont interpellés, nous interpellent encore aujourd'hui, parce qu'elles n'ont toujours pas perçu lors de ces premières annonces d'accompagnement financier de l'État, notamment sur les masques, l'ensemble des moyens qui leur avaient été promis. Je sais que c'est relativement rare aujourd'hui, mais
Encore faut-il avoir, parce que vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, beaucoup de nos collectivités, et permettez-moi d'être trivial, sont à l'os. Et lorsqu'on est, vous connaissez particulièrement bien la ruralité, une petite commune de 300 habitants, j'en connais une dans mon département, sur la Montagnard-des-Choises, le BH, qui a dû prendre un employé qui va générer une augmentation de 12 000 € de ses coûts de fonctionnement, on se doit d'être accompagné par l'État lorsque la conséquence de cet emploi n'est autre que la crise sanitaire que nous traversons. Mais les dépenses sont d'autre nature. Permettez-moi d'en citer quelques-unes qui passent parfois assez inaperçues. Je viens d'un département qui a une vocation très touristique. L'emploi des saisonniers, c'est un impact considérable. La baisse de certains revenus sont là aussi des impacts considérables. Je pense notamment à la taxe de séjour, qui constitue une baisse de recettes de 15 % dans un département comme le mien. La baisse des billetteries des grands sites touristiques. Je pense notamment à la Veine d'Orniac. On a l'espace de restitution de la Grotte Chauvet en Ardèche. Les baisses de recettes pour des communes qui ont des casinos. L'exemple de la commune de ma collègue Anne Vontalon, Vals-les-Bains, 3 500 habitants, c'est 400 000 € de recettes en moins par an. Imaginez comment un maire peut monter dès lors un budget sans avoir de lourdes conséquences à gérer. Vous le voyez bien, chers collègues, monsieur le ministre, l'importance de ce débat. Non pas pour pointer du doigt, parce que l'État a justement demandé aux collectivités d'être quelque part le bras armé, d'être celle qui accompagne l'État dans la crise. Mais aujourd'hui, nous devons évaluer au mieux l'ensemble de ces dépenses, et je le dis de façon assez exhaustive, parce que beaucoup de dépenses passent inaperçues, et il nous faut les pointer. Il faut que nous soyons finalement dans une indemnisation, comme je le disais, au réel et non pas au forfait, parce que pour ne parler que des centres de vaccination, il y a bien sûr le centre de vaccination, mais un autre exemple, communauté de communes de la Montagnard-des-Choises, 5 000 habitants, rien que pour l'hébergement des personnes qui font fonctionner le centre de vaccination, c'est quelques 20 000 €. Vous le voyez, autant de sujets qui nous inquiètent et qui ne manqueront pas, je le sais, d'animer ce débat aujourd'hui, de faire en sorte que les collègues qui sont ici présents puissent illustrer mon propos à travers beaucoup d'autres exemples pour, encore une fois, bien cibler le sujet et faire en sorte qu'il y ait un juste accompagnement financier de l'État. Enfin, je voulais terminer par un sujet qui me paraît essentiel. L'État et son plan de relance comptent, monsieur le ministre, sur les collectivités, singulièrement les communes. Je dis au passage que les départements et les régions ont, elles aussi, été des collectivités particulièrement impactées. Mais s'agissant des communes et de la commande publique que j'évoquais, il ne faudrait pas que cette commande publique, que ce plan de relance soit mis à mal parce que les collectivités n'auraient pas, au-delà des dotations, et je le dis très clairement, l'État a fait en sorte qu'il y ait, au travers de la DETR, qu'il y ait au travers de la DSIL, qu'il y ait au travers de la dotation globale de fonctionnement une prise en compte. Mais faut-il parfois aller encore plus loin pour vraiment prendre en compte l'ensemble de ces coûts induits par la crise pour qu'enfin les collectivités puissent, dès cette année 2021, être au rendez-vous de la relance, être finalement ces aiguillons dans cette période de crise qui permettront à notre pays de se relever. Alors voilà, monsieur le ministre, nous comptons sur votre sagacité, votre pugnacité, votre détermination pour faire entendre la voix de nos communes, la voix de nos collectivités, parce qu'in fine, nous ne voudrions pas que les collectivités soient vaccinées des promesses de l'État. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues, de la pertinence de votre intervention. J'invite maintenant monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, à s'exprimer pour une durée maximum, monsieur le ministre, de 8 minutes. Bonjour. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour débattre du coût de la crise pour les collectivités territoriales et salue à mon tour leur réactivité face à la crise. C'est une question, vous le savez, qui est au cœur de vos préoccupations puisque vous êtes la Chambre des territoires. C'est également une préoccupation majeure du gouvernement. J'ai conservé de mes anciennes fonctions, de maire tout d'abord,
puis de rapporteur général du budget à l'Assemblée, un attachement tout particulier à ce que le suivi des finances locales ne fasse pas l'objet d'une attention épisodique au gré de l'actualité, mais soit mené en permanence et en toute transparence avec le Parlement. Le débat de ce jour me semble donc bienvenu, d'autant que nous disposons maintenant d'un état quasi définitif des effets de la crise sur les budgets locaux en 2020 et des premiers éléments sur 2021. Il est intéressant donc que nous puissions les partager. Je voudrais tout d'abord vous confirmer que l'année 2020, elle a été certes difficile, mais elle n'a pas été l'annus horribilis que l'on avait annoncé. Les collectivités dans leur ensemble ont mieux résisté à la crise que ce que nous imaginions collectivement il y a un an. Si je reprends les notes de conjoncture dont nous disposions au milieu de l'année dernière, tout estimait que l'impact financier de la crise serait massif. Ainsi, le rapport de Jean-René Cazeneuve évaluait les conséquences à 5 milliards en recettes et 2,2 milliards en dépenses en 2020, soit une diminution de 7,2 milliards de l'épargne brute pour les collectivités en raison de la crise. Ces hypothèses étaient fondées sur des projections pessimistes sur un grand nombre d'impôts locaux, à commencer par les droits de mutation à titre onéreux, dont on pensait alors qu'ils diminueraient de 25% par rapport à 2019. En y ajoutant la dynamique des dépenses ordinaires, l'épargne brute des collectivités aurait dû diminuer de 26% entre 2019 et 2020. En réalité, l'exécution au 30 avril nous montre que l'épargne brute des collectivités diminuerait de 3,9 milliards d'euros, soit un repli de 11,4% entre deux exercices. C'est peu ou prou 2 fois mieux que ce que nous escomptions, et je crois que nous devons tous nous en réjouir. Bien entendu, on observe des différences entre les diverses catégories de collectivités locales. Le bloc communal est celui qui a le mieux résisté, avec une épargne brute en recul de 6,5%. Cette tendance est bien marquée pour les intercommunalités, dont la capacité d'autofinancement n'enregistre qu'une diminution de 4,1%, ainsi que pour les petites communes, celles de moins de 3 500 habitants, voient même globalement leur épargne augmenter de 2,4%. Ce phénomène s'explique par des économies de fonctionnement et par le fait que les recettes de ces communes sont largement composées de fiscalité locale et de dotations qui sont complètement imperméables à la crise. Les départements constatent pour leur part une dégradation plus nette de l'épargne brute, de 14%, sous l'effet d'un alourdissement des charges sociales. En revanche, leurs recettes continuent de progresser en 2020, en large partie parce que les DMTO n'ont pas autant diminué que prévu. La baisse se limite à 1,6% au final. Enfin, les régions perdent 21,6% d'épargne brute du fait d'une progression significative de leurs dépenses d'intervention, alors que leurs recettes ont été relativement bien préservées grâce aux garanties de l'État. Ces résultats, bien meilleurs qu'escomptés, ont pu être obtenus grâce à des mesures inédites que nous avons prises et qui ont protégé les budgets locaux en traitant leurs points de fragilité. Dès le mois de juin 2020, en PLFR, et suite à la mission confiée à Jean-René Cazeneuve, nous avons mis en place la clause de sauvegarde sur les recettes fiscales et domaniales qui garantit à chaque commune, chaque intercommunalité et aux syndicats de transport ou de loisirs de percevoir une aide si le montant de leurs recettes fiscales en 2020 tombe en deçà de la moyenne 2017-2019. Nous avons également mis en place des avances sur le produit des DMTO pour les départements, comme l'avait demandé l'ADF. 1 milliard d'euros de déciles ont été ouverts en cours d'exercice pour permettre aux nouvelles équipes municipales de lancer des projets d'investissement dès leur installation sans attendre 2021. Et parallèlement, nous avons ouvert aux collectivités des facilités comptables leur permettant d'étaler des charges liées à la crise sur 5 budgets. J'ajoute que la loi de finances de 2021 a fait la part belle aux collectivités locales, notamment grâce aux apports du débat parlementaire. Nous avons reconduit le filet de sécurité et garanti les fonds départementaux de péréquation des DMTO pour les petites communes. Pour les départements, nous avons ouvert un fonds de stabilisation de 200 millions d'euros qui s'ajoute aux 115 millions de 2020 et nous prévoyons de garantir leur fonds de péréquation à son niveau habituel. Pour les régions, nous avons fait d'une pierre deux coups en supprimant leur CVAE afin d'épauler les entreprises et en la remplaçant par une fraction de TVA, ce qui leur permet d'être protégés de la baisse de CVAE qui est attendue en 2021. Enfin, nous avons ouvert 1,5 milliard d'euros de dotation d'investissement de relance supplémentaire, dotation qui s'ajoute à d'autres aides spécifiques. Bien entendu, nous ne sommes pas au bout de la crise et nos efforts doivent se poursuivre. Ces efforts doivent être guidés par 4 principes. Premier principe, il faut suivre, et vous avez tout à fait raison de le préciser, en continu, la situation financière des collectivités locales et en rendre compte au Parlement. C'est un travail sur lequel mes services, que nous dirigeons avec Jacqueline Gourault, ainsi que les services d'Olivier Dussopt sont mobilisés en permanence. Un groupe de travail spécifique a été constitué avec les associations représentant le bloc communal pour partager les données au fur et à mesure. Il se réunit toutes les 6 semaines environ et les comptes rendus de réunion sont transmis aux commissions des finances des 2 assemblées. Deuxième principe, il faut rassurer car les perspectives pour 2021 sont loin d'être sombres. Selon les premières estimations, les recettes des collectivités devraient augmenter en 2021. À notre connaissance, les seuls produits fiscaux qui devraient diminuer sont la CVAE, la taxe d'aménagement et la taxe sur les remontées mécaniques. Ce n'est pas rien, mais c'est aussi très rassurant car ça signifie que l'immense majorité des recettes sont à l'abri.
Au demeurant, les premières données sur 2021 sont rassurantes. La CVAE ne devrait diminuer que de 1,1 %. Le versement mobilité a progressé de 3,8 % sur le premier trimestre. Et les DMTO encaissés sur le premier trimestre augmentent de 10 % par rapport au premier trimestre 2020. Troisième principe, ne pas hésiter à proposer des aides supplémentaires quand la situation l'exige. C'est ce que nous allons faire dès demain, puisque le projet de loi de finances rectificative va ouvrir un fonds de 200 millions d'euros pour aider les collectivités confrontées à des pertes de recettes tarifaires ayant entraîné des difficultés budgétaires. C'est une aide, et c'est important, qui concernera aussi bien les services publics industriels et commerciaux que les services publics administratifs, afin de couvrir un large panel de situations. Quatrième principe, il faut rester vigilant sur l'exécution de France Relance. Nous avons dressé un premier état des lieux début mai, date à laquelle 80 % des dotations d'investissement ouvertes dans le plan de relance étaient programmées ou notifiées par les préfets. Nous vous rendrons compte en temps réel de l'actualisation de ce chiffre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous pouvez le constater, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour s'assurer que le coût de la crise pour les finances locales reste soutenable et leur permette d'investir pour l'avenir du pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Monsieur le ministre, j'y veillerai car nous avons un débat en suivant. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à la seule condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. J'invite monsieur Daniel Chassaing à poser sa question au nom des Indépendants. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2000, nos finances publiques sont prises en étau. D'une part, le ralentissement de l'activité économique va provoquer une diminution des recettes fiscales. D'autre part, les mesures de soutien, bien sûr appréciées, mais qui ont entraîné une augmentation importante des dépenses publiques. C'est vrai, bien sûr, pour l'État, avec le soutien aux entreprises, aux salariés, à tout le sanitaire. Le déficit a dépassé les 200 milliards d'euros, mais aussi les difficultés se trouvent au niveau des collectivités locales et notamment des services dont elles ont la charge. Je vais évoquer ici le cas particulier des lieux d'accueil pour enfants gérés par les collectivités. En effet, les recettes dépendent de leur fréquentation. Or, pendant la crise, cette fréquentation a baissé, bien sûr, ainsi que les recettes, qu'il s'agisse de la participation des familles ou des aides de la CAF. Il en est de même, par exemple, aussi de la cantine scolaire, avec en plus le service à table plutôt qu'au self. Or, dans le même temps, les coûts des ressources humaines sont restés les mêmes, élevés. En effet, même lorsque les personnels étaient placés en autorisation spéciale d'absence, ces collectivités ont dû assumer la continuité des charges salariales. De plus, il y a eu un doublement des frais d'entretien des locaux, avec davantage d'interventions et d'achat de produits de désinfection, bien sûr, achat des masques, des pelouses, organisation des vaccinations. Alors, il faut bien sûr remercier les collectivités, communes, départements qui ont effectué un travail important, nécessaire, de proximité pendant le Covid, cela avec beaucoup de dévouement. Mais monsieur le ministre, beaucoup d'élus s'inquiètent, alors vous nous avez rassuré un petit peu, s'inquiètent de l'impact de cette situation sur les finances publiques locales. Quels sont les dispositifs nouveaux qui peuvent permettre aux collectivités de faire face à la baisse des recettes d'une part et augmentation des recettes d'autre part, des dépenses d'autre part, pardon. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci, madame la présidente. Oui, monsieur le sénateur Chassaing, oui, comme je l'ai annoncé à l'instant, le projet de loi de finances rectificative qui va être délibéré demain en Conseil des ministres va comporter un dispositif d'aide au profit des communes et au profit des services qui sont gérés en régie et confrontés à une baisse des recettes tarifaires en 2020. Alors, je rappelle qu'il s'agissait d'un engagement qui avait été pris par le Premier ministre au mois de mars et sur lequel Jacqueline Gourault, Olivier Dussopt et moi-même, nous travaillons depuis plusieurs semaines. Le constat que nous avons fait est à la fois celui d'une baisse nette de la catégorie de recettes appelée recettes liées à la fourniture de prestations de services à caractère social, périscolaire ou culturel, de 30% en 2020 pour le bloc communal, alors même que les recettes de fonctionnement ne diminuent que de 1% au global. Alors ces recettes sont assez localisées en fait. Il s'agit d'un nombre limité de communes et cela touche en particulier soit des communes qui sont très peuplées avec beaucoup d'équipements, soit des petites communes qui portent un équipement très spécifique, par exemple
des thermes, un centre thermoludique géré en régie ou un centre aqualudique. Et s'agissant du dispositif lui-même, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il s'agira d'une dotation budgétaire et non d'un système d'avance remboursable. Le montant qui sera inscrit au budget, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'élèvera à 200 millions d'euros, ce qui, je pense, est assez substantiel. Il sera décliné en 2 volets, comme je vous l'avais indiqué. Un premier volet qui va compenser les services publics et industriels et commerciaux confrontés à une perte d'épargne brute en s'inspirant de la logique de compensation qui avait été retenue pour les entreprises privées. Donc on est, sur un système d'équité. Un second volet qui consiste à créer un fonds d'urgence au profit des communes et des groupements à raison de leur perte de recettes tarifaires et de leurs services publics administratifs dont l'équilibre est fragilisé, avec des critères que nous devrons préciser dans le débat parlementaire pour cibler l'argent public sur les collectivités qui connaissent de réelles difficultés tarifaires. Je crois qu'il faudra bien évidemment regarder comment se sont comportées les recettes des services scolaires, les services de cantine ou périscolaires que vous me signalez, pour voir comment aider ces collectivités placées en difficulté. Merci, monsieur le ministre. J'invite maintenant monsieur Daniel Salmon du groupe écologiste à poser sa question. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Lorsque le 16 mars 2020, l'ensemble des structures scolaires, périscolaires et des équipements publics ont été amenés à fermer, nombre d'agents territoriaux ont été placés en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail, quand d'autres sont restés en présentiel. Beaucoup de collectivités ont eu du mal à anticiper la gestion de leur personnel lors de cette crise exceptionnelle. L'enquête nommée « La crise sanitaire et ses impacts en matière de gestion des ressources humaines », réalisée par les associations de collectivités, a révélé que la majorité des communes a subi un impact financier significatif suite aux mesures d'accompagnement prises en matière de ressources humaines. Les collectivités et établissements publics ont démontré une véritable capacité d'adaptation pour assurer leur mission de service public. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'agents territoriaux ont fréquemment exercé des fonctions inhabituelles par rapport à leur cadre d'emploi, les collectivités ayant dû intervenir dans des domaines au-delà de leurs compétences habituelles. Pour honorer cet engagement sans faille, un dispositif de prime pouvait être institué, mais tous les agents n'ont pu en bénéficier, toutes les collectivités ne pouvant se le permettre. Selon l'étude précitée, 100% des communes de plus de 50 000 habitants ont délibéré pour instituer une prime, contre seulement 23% des communes de moins de 2 000 habitants. Vous en conviendrez, il était difficile pour ces petites communes, à l'équilibre budgétaire fragile, de verser des primes, tout en supportant les surcoûts liés à l'acquisition de matériel de protection ou pour le télétravail, au paiement des heures supplémentaires, à la prise en charge du coût de remplacement des agents placés en ASA, ou encore celui lié à l'élaboration d'un plan de continuité d'activité. La crise sanitaire n'est pas encore derrière nous et d'autres pourraient survenir. Monsieur le ministre, comment comptez-vous renforcer les moyens des collectivités, notamment des plus petites, afin de limiter les disparités entre les agents territoriaux? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Salmon, je voudrais d'abord m'associer, Monsieur le sénateur, à l'hommage que vous rendez aux agents publics qui n'ont pas ménagé leur peine pendant cette crise et dont je suis moi-même le témoin, puisque j'ai bénéficié d'un centre de vaccination d'une intercommunalité de 6 000 habitants pour ce qui me concerne. Et pour récompenser les agents méritants, la loi de finances rectificative d'avril 2020 a prévu la possibilité d'attribuer une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 1 000 euros. Cette prime s'adresse aux agents qui se sont particulièrement mobilisés pour assurer la continuité de l'activité de la collectivité, avec un surcroît de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Alors, conformément aux règles qui organisent la libre administration des collectivités territoriales, celle-ci avait toute latitude pour fixer le montant qu'elle souhaitait attribuer. Bien entendu, le coût de la prime est à la charge de l'employeur. Je vois mal au demeurant quelle serait l'alternative, parce que nous n'allons pas demander à un contribuable, qui est le contribuable national, de payer des décisions qui relèvent de gestion des ressources humaines d'une collectivité locale. D'ailleurs, c'est une question qui se pose en réalité depuis 1982. Ça n'est pas une question qui est spécifique à cette crise. Le constat que vous établissez, que les petites collectivités ont un recours qui est moins important, à ce système, est un constat qui est opéré sur le niveau des indemnités de droit commun versées par les collectivités selon leur taille depuis toujours. Je ne crois pas pour autant qu'il faille mélanger les responsabilités dans les décisions de politique salariale. À noter toutefois que le législateur a décidé d'exonérer la prime d'impôt sur le revenu et de cotisations et de contributions sociales, ce qui représente tout de même une économie pour les employeurs territoriaux, dont une partie de la charge s'est retrouvée en fait payée par l'État. Merci, monsieur le ministre. J'appelle maintenant monsieur
Monsieur Salmon, vous avez 30 secondes si vous voulez répliquer. Merci Madame la Présidente, c'est bien ce qui me semblait. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Effectivement, mais on est un petit peu là dans un petit fatalisme, c'est-à-dire qu'il reste une disparité entre les agents territoriaux. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas facile de lutter, mais il faut y réfléchir. Mais cette période aura au moins permis de souligner l'importance des services publics, ces derniers constituant une force en tout temps, et a fortiori en période de crise. Il est fondamental de conserver, je dirais même de fortifier, la vigueur de notre service public, bien commun s'il en est, à rebours des politiques publiques actuelles. Merci. Merci, cher collègue. J'invite maintenant Monsieur Didier Rambaud du groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants à prendre la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. En effet, la réalité financière doit être observée avec pragmatisme. Nos mandats de parlementaires nous le rappellent. Les collectivités locales ont fourni des efforts colossaux, de même que l'État et les Français. Mais, et si cela a déjà été dit, le coût de la crise est particulièrement difficile pour les collectivités territoriales de notre pays. Ce coût, il l'est d'autant plus pour les collectivités situées en montagne. En tant qu'élu du département de l'Isère, l'avenir de la montagne est un sujet qui me tient à cœur. Et comme vous, Monsieur le Ministre, j'imagine, pour votre département des Hautes-Alpes. L'économie en montagne a été particulièrement affectée, avec une année blanche pour la saison hivernale. Pourtant, la montagne est un secteur clé de la relance économique française. Souvenons-nous que le tourisme en montagne représente 20 milliards d'euros de retombées économiques, dont 10,5 milliards d'euros pour nos 350 stations de ski. En pleine urgence, le gouvernement a agi pour soutenir les acteurs locaux. Plus de 5 milliards d'euros ont été déployés durant la crise. Mais les collectivités de montagne ont plus que jamais besoin du soutien de l'État. La semaine dernière, le Premier ministre, en Savoie, a annoncé le plan Avenir Montagne. Avec ce plan concret et prometteur, le gouvernement entend répondre aux attentes de ces territoires. Dotation d'investissement, contrat de plan interrégion de massif et soutien à l'ingénierie, autant de dispositifs concernés par les mesures de relance qui s'élèvent à plus de 470 millions d'euros pour soutenir nos singuliers territoires de montagne. Comme de nombreux élus de ces collectivités, je suis convaincu que nous devons agir pour leur redonner une impulsion. Et je suis également convaincu que les acteurs locaux sauront tirer profit de ce plan Avenir Montagne. Cela étant dit, Monsieur le Ministre, j'ai deux interrogations. Comment ces 480 millions d'euros seront-ils répartis entre les 6 régions concernées et quel est le calendrier envisagé pour leur versement? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur, cher Didier Rambaud. Alors, votre question me donne l'occasion de parler de ce grand problème qui est Avenir Montagne, que je veux saluer, non seulement parce qu'il répond vraiment aux enjeux qu'affrontent les montagnards aujourd'hui, mais parce qu'il s'agit aussi du premier plan d'investissement pour la montagne depuis le plan Neige des années 1960. C'est donc, vous le comprendrez, avec l'attachement particulier que vous portez, mais que je porte également à la montagne, que je tenais à le préciser. Alors, la semaine dernière, le Premier ministre a effectivement d'abord rappelé que 5,4 milliards d'euros avaient été déployés en faveur des territoires de montagne, soit pour gérer l'urgence, soit pour mettre en œuvre la relance. Et au sein de ces 5,4 milliards d'euros, 480 millions d'euros étaient dédiés au soutien aux collectivités locales de montagne. Permettez-moi de dire, moi qui connais bien quelques États étrangers où le ski existe aussi, que ce plan est sans commune mesure avec ce qui a pu se produire dans les autres pays. On a souvent fait des remarques en nous disant les remontées sont ouvertes à un endroit plutôt qu'à un autre. À cela près que dans beaucoup de pays d'Europe, les chômages partiels, ça n'existe pas. Et que les systèmes d'indemnisation aujourd'hui, il n'y en a toujours pas dans la plupart des pays, qu'il s'agisse de la Suisse, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de l'Autriche. Donc il faut voir quand même, il faut savoir raison garder au sein de l'espace européen. Simplement pour vous dire que sur ces 480 millions d'euros dédiés au soutien aux collectivités locales, il y a 36 millions de garanties de recettes fiscales et domaniales, 201 de dotations d'investissement France Relance, 242 pour l'abondement des contrats de plan de massif, les CPUR de massif. Pour être complet, on peut rajouter aussi 38,5 millions d'euros de compensation qui vont être versés directement aux régies de remontée mécanique, puisque vous le saviez, c'était une question importante et que nous avons dû d'ailleurs batailler avec Bruxelles pour qu'il en soit ainsi. Alors aujourd'hui, sur les nouveaux crédits qui ont été mis en œuvre et qui ont été développés par le Premier ministre l'autre jour, 300 millions d'euros sont dédiés à l'investissement, à parité avec les régions, que je salue pour cet effort considérable, et 31 millions d'euros sont dédiés à l'ingénierie dont ont besoin les plus petits territoires pour demain faire en sorte que cette montagne devienne résiliente. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Rambaud. J'invite donc Monsieur Christian Billac du groupe RDSE à poser sa question pour 2 minutes.
Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Les collectivités territoriales ont pris leurs responsabilités pendant cette crise sanitaire. Face à la pénurie de masques, elles n'ont pas ménagé leurs efforts pour approvisionner la population. Aujourd'hui, elles contribuent aussi, en partenariat avec l'État, à l'organisation du dépistage et à la vaccination à grande échelle. Enfin, elles continuent d'assurer les services courants, moyennant une adaptation rapide mais coûteuse aux contraintes imposées par les restrictions sanitaires. Toutes ces actions ont un coût et les collectivités locales ont fait face à des pertes inédites de recettes, alors même qu'est entrée en vigueur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Selon l'Association des maires de France, communes et intercommunalités subiraient 6 milliards d'euros de pertes sur 3 ans liées à la crise sanitaire. Pour l'ensemble des collectivités territoriales, le coût devrait dépasser les 10 milliards. Ces pertes ont été, c'est vrai, en contrepartie compensées dans le cadre des lois de finances, et beaucoup d'attentes reposent désormais sur la territorialisation du plan de relance. Si l'on en croit le ministre Olivier Dussopt, et vous-même, monsieur le ministre, l'avez souligné, les collectivités locales auraient été les acteurs publics les plus résistants budgétairement face à la crise par rapport à l'État et à la sécurité sociale. Dans ces conditions, le risque existe que les collectivités soient une fois de plus sollicitées lorsque viendra le moment de rembourser la dette Covid. Le rapport Arthuis a proposé de pérenniser et d'étendre le pacte de Cahors, en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce serait, me semble-t-il, un retour en arrière de 40 ans et un abandon des grands principes des lois de fer de 1982. Envisagez-vous, monsieur le ministre, de suivre les préconisations de monsieur Arthuis ? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Billac. La lutte contre les conséquences de la crise sanitaire a imposé une augmentation massive des dépenses publiques, tandis qu'en parallèle, les recettes publiques diminuaient. Cet effort était indispensable pour maintenir les emplois et le tissu économique du pays. Le besoin de financement qui en résulte a été couvert par une augmentation de la dette dont le montant a progressé de 270 milliards d'euros aujourd'hui. Cependant, la progression de cette dette est très inégalement répartie entre les différentes catégories d'administration. 65% de la dette supplémentaire a été acquise par l'État, 28% par la sécurité sociale et 7% par les collectivités locales. Et dans ces 7%, plus de la moitié résulte en fait de l'endettement de la Société du Grand Paris. Autrement dit, les collectivités elles-mêmes n'ont contracté que 8,5 milliards d'euros de dette supplémentaire. Il conviendra malgré tout de rembourser cette dette Covid. Vous avez raison, tout comme les autres dettes préexistantes. Or, en la matière, il n'existe pas de solution miracle. Ce n'est pas un radical que je dois le dire. D'ailleurs, cela a été rappelé par la Commission des finances il y a une dizaine de jours. Nous l'avons dit, nous n'augmenterons pas les prélèvements obligatoires. Nous avons donc deux solutions non exclusives pour faire en sorte que les dépenses augmentent moins vite que les recettes, stimuler notre croissance et donc nos recettes, et maîtriser notre dépense par ce que le rapport Arthuis expose donc avec les voies à emprunter pour stabiliser notre endettement. La règle qui est proposée par Jean Arthuis, elle a le mérite de la simplicité. Elle consiste à poser le principe que les dépenses augmentent tendanciellement moins vite que les recettes, avec un objectif pluriannuel de dépenses pour 5 ans et en veillant à ne pas dépasser ce plafond sur le quinquennat. Je constate que plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi organique qui prévoient des règles qui ressemblent d'ailleurs totalement à celle-ci. Une telle règle est compatible avec notre souhait d'isoler une fraction de la dette de l'État afin de lui appliquer un schéma d'amortissement spécifique. En l'occurrence, le gouvernement a proposé, dans le programme de stabilité présenté à la Commission européenne, d'amortir 140 milliards de dettes Covid au rythme de la croissance. C'est donc une stratégie qui peut tout à fait être appliquée par les collectivités sur leurs dettes, qui peuvent piloter leur stratégie de désendettement en identifiant une fraction qui sera la fraction de la dette Covid. Cette identification est facilitée d'ailleurs par la mise à disposition des collectivités, d'annexes budgétaires qui sont dédiées pour les comptes administratifs 2020, 2021 et 2022. La Commission Arthuis préconise de maîtriser la dépense locale en s'inspirant des contrats de Cahors. Je crois que c'est un débat qu'il faut certainement avoir, mais c'est un débat qui est un débat sain, parce qu'il ne faut pas que nous ayons une dette qui dépasse la possibilité de notre pays, que ce soit pour les collectivités locales ou pour l'État. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Billac, vous avez 37 secondes pour répliquer. Oui, très rapidement, Monsieur le Ministre. Il ne faudrait pas demander aux fourmis, à ceux qui gèrent en fourmis les collectivités locales, de rembourser la dette de la SIGA à l'État. Merci, chers collègues. J'invite maintenant Monsieur Pascal Savoldelli du groupe communiste à poser sa question, chers collègues.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, un constat ressort des travaux des associations d'élus, du Sénat, de la mission Cazeneuve. Les collectivités subissent de plein fouet la crise sanitaire. L'impact sur leur budget s'évalue à plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années, avec des pertes de recettes et des hausses de dépenses alimentant ce qu'on appelle un effet ciseau. Les départements assument une hausse de 7,3% de dépenses sociales liées au RSA, jusqu'à 13% dans le département du Val-de-Marne. Face aux baisses de recettes, leur capacité d'autofinancement chute de 14% par rapport à 2019. Lors des lois de finances rectificatives, nous avons tenté de sauver ce qu'il leur restait d'autonomie dans notre proposition de loi de soutien aux collectivités, puis dans la loi de finances pour 2021, avec un vrai appui faisant d'elles les actrices de la relance. Le gouvernement a préféré apporter des solutions tardives, laissant les collectivités dans une position précaire. Les départements sont exclus du filet de sécurité, déjà très limité du bloc communal. Le dispositif d'avance remboursable pour compenser les pertes des droits de mutation est passé, écoutez-moi bien, de 2,7 milliards d'euros à 119 millions. Pourquoi ne pas avoir réorienté cet argent vers les collectivités ? Dans le même temps, les prêts garantis par l'État atteignent 135 milliards d'euros. Le coût pour les dépenses publiques serait au moins de 6 milliards d'euros. Cet argent bénéficiait à des entreprises telles que Renault, qui a reçu près de 5 milliards d'euros, mais qui a décidé, sans concertation avec les élus, de fermer son usine de Choisy-le-Roi en Val-de-Marne. Monsieur le ministre, comment justifier une gabegie d'une telle ampleur quand le gouvernement ne compense pas correctement les 4 milliards de surcoûts accusés par les collectivités pour 2021 ? Allez-vous corriger le tir, enfin, dans le projet de loi de finances rectificative présenté demain en Conseil des ministres ? Merci. Madame la présidente, monsieur le sénateur Savoldelli, les départements n'ont pas été oubliés par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, puisqu'ils ont également bénéficié de mesures spécifiques dans le cadre de la loi de finances rectificative de juillet 2020, la LFR 3, et dans la loi de finances pour 2021. La loi a d'abord permis à chaque département qui en faisait la demande de bénéficier d'une avance remboursable de l'État, remboursable sur 3 ans, si le montant des droits de mutation à titre onéreux en 2020 était inférieur à celui perçu en moyenne entre 2017 et 2019. 8 départements pourront in fine être bénéficiaires de cette avance pour un montant de 119 millions d'euros. Bien entendu, nous avons provisionné davantage, mais c'était à l'époque où nous pensions alors que les DMTO diminueraient de 25%, alors qu'au final, elles se sont repliées de 1,6% et ont même augmenté dans 2 tiers des départements. Pour faire face à la progression des allocations individuelles de solidarité, les lois de finances de 2020 et de 2021 ont maintenu ou amplifié plusieurs dispositifs de soutien exceptionnels. D'une part, la loi de finances 2021 a maintenu le fonds de stabilisation versé aux départements en 2021 et l'augmente même à hauteur de 200 millions d'euros. D'autre part, la loi de finances pour 2020 octroie aux départements chaque année à compter de 2021 une fraction dynamique de la TVA de 250 millions d'euros qui s'ajoutera à celle qui vient en compensation de leur perte de taxe foncière sur les propriétés bâties. La loi de finances pour 2021, elle, institue une enveloppe de 300 millions d'euros pour soutenir les investissements des départements en faveur de la rénovation thermique de leurs bâtiments. L'ensemble de ces mesures traduit en tout état de cause l'ampleur du soutien et de l'attention qu'apporte le gouvernement aux départements. Nous continuerons bien sûr à travailler avec les départements sur des questions financières. Jacqueline Gourault et Olivier Dussopt ont tenu une réunion avec l'ADF il y a 2 semaines. Il a été convenu d'étudier des améliorations possibles des mécanismes de clause de sauvegarde. Je veux parler des règles qui permettraient de lisser les recettes départementales afin d'en provisionner une partie les bonnes années pour les réinjecter sur les années plus difficiles budgétairement. Alors vous le voyez, monsieur le sénateur, nous sommes depuis 4 ans à l'écoute des départements et nous continuerons de l'être, particulièrement en cette période de sortie de crise. Merci. Vous avez 50 secondes, chers collègues, pour répliquer. Merci pour le bonus, Madame la présidente. Mes chers collègues, écoutez, Monsieur le ministre, je vous ai entendu égrener les dispositions que vous avez prises pour les départements. Mais si tout le monde a sorti sa calculette, vous avez à beau additionner quelques centaines de millions. Moi, soit c'est moi qui suis un menteur, et moi, vous savez, ça ne me vexe pas qu'on me le dise, mais il faut me donner des arguments. Dispositif d'avance remboursable pour compenser les pertes de DMTO. Est-ce qu'il est bien passé, monsieur le ministre, de 2,7 milliards d'euros à 119 millions ? Moi, je vous dis oui, puisque vous venez de le dire. Vous l'avez reconnu. Donc, comment ils se projettent, les départements ? Et je dis ça parce que la question, elle est d'importance. On a quelques semaines d'un scrutin où vous nous faites ici siéger. Eh vas-y, je te passe des lois et des réformes. Les gens vont voter. Mais il y a la 4D, et puis il y a la loi rectificative. Et puis là, on va avoir en Conseil des ministres.
Sérieusement, je pense qu'il ne faut pas s'étonner que les citoyennes et les citoyens s'éloignent du politique quand on les traite comme ça. On leur dit « vous avez le droit de voter, mais on décidera avant. Vous avez le droit de voter, mais on décidera après ». Chers Donc collègues, voilà, il j'ai faudrait trouvé pas que la réponse était vraiment s'éloigner du très temps évasive, de monsieur le réponse. Merci. J'invite maintenant Monsieur Bernard Delcros du groupe Union Centriste à poser sa question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, dès le début de la crise sanitaire, le gouvernement a pris les mesures qui étaient nécessaires pour maintenir le pays debout sur les plans économique et social. Puis, dans un second temps, à partir du PLFR de juillet, une série de dispositions ont été adoptées en faveur des collectivités locales. Mais il demeure des angles morts, des zones non couvertes, et je voudrais revenir sur la question des régies qui a été évoquée. Parce que les mesures qui ont été prises en 2020 ont créé une disparité entre les collectivités qui ont choisi de gérer leurs services à travers une DSP, auquel cas le délégataire a pu bénéficier de toutes les aides en faveur du secteur privé, mises en place par le gouvernement, et les collectivités qui ont fait le choix, tout à fait respectable par ailleurs, de régie et qui n'ont bénéficié d'aucune aide. Cette situation devrait trouver une réponse, vous l'avez rappelé, dans le PLFR que nous examinerons rapidement, et j'ai moi-même participé au groupe de travail qui a été mis en place par les ministères de la cohésion des territoires et des comptes publics. Mais ma question porte sur les critères qui pourraient être retenus pour accompagner les collectivités. Parce que la fragilité d'une commune ou d'une intercommunalité ne se mesure pas au montant de la perte subie, mais à la part que représente cette perte dans les recettes de fonctionnement de la collectivité, et donc de sa capacité à l'assumer. Par exemple, une perte de seulement 20 000 € ou 30 000 € consécutive à la fermeture d'un gîte d'étape dans une petite commune, on va dire de montagne, dont la recette fiscale totale est inférieure à 100 000 €, peut placer cette collectivité en difficulté et justifie que cette commune soit aidée. Alors, Monsieur le Ministre, seriez-vous prêt à retenir comme l'un des critères de compensation de la fermeture des services gérés en régie la perte de recettes de la collectivité comparée à ses recettes de fonctionnement, autrement dit la perte de recettes relative de cette collectivité? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur, cher Bernard Delcros, bon, je vous l'ai annoncé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y aura effectivement 200 millions d'euros qui sont prévus dans le PLFR qui va être délibéré dès demain en Conseil des ministres. Et c'est vrai que c'est un travail qui a été important parce que c'est un travail où il fallait que nous arrivions à trouver des solutions pour l'ensemble, j'allais dire, des modes de gestion des collectivités. Alors, dans le plan Avenir Montagne dont on parlait tout à l'heure, nous l'avons trouvé avec des notifications à la Commission européenne concernant des régies qui étaient des régies de remontée mécanique. Il s'agissait d'un phénomène très spécifique et, j'allais dire, très massif. Pour autant, il fallait trouver des solutions pour l'ensemble de ce à quoi vous faites allusion. C'est-à-dire que, par exemple, un gîte communal qui perd des recettes, bien évidemment, si ces recettes sont significatives par rapport au budget, c'est votre question, il rentrera dans une logique qui sera une logique de compensation. Donc on est vraiment sur la logique que vous décrivez à l'instant, à la fois pour les services qui sont les services publics industriels et commerciaux, mais également pour les services publics administratifs, sachant que aussi il arrive que les nomenclatures comptables ne soient pas forcément homogènes d'un département à un autre. Donc vous comprendrez que c'est un travail qui est particulièrement complexe et qui va être confié au DDFiP. Mais soyez rassurés sur une chose, c'est que sur ces histoires de pertes tarifaires, on avait été déjà un certain nombre, j'étais parlementaire à l'époque, à attirer l'attention du gouvernement sur les risques, ce qui allait perdurer si la crise perdurait. Nous ne le savions pas à l'époque, ce qui allait se passer en termes de reconfinement, en termes de refermeture d'un certain nombre d'établissements, en termes de maintien long des fermetures. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la réalité des chiffres qui peuvent être produits. À ce bémol, effectivement, qu'il faut regarder de très près les chiffres parce que ce n'est pas toujours des prises en compte comptables qui sont, je dirais, comparables. Vous avez raison de souligner que ce sont les collectivités les plus fragiles qui, souvent, ont mis leurs services, non pas en DSP, mais en régie, parce que ça n'intéressait pas un opérateur privé que de gérer un certain nombre de services. Donc tout cela est bien pris en compte dans le fonds de 200 millions d'euros qui sera dans le PLFR, qui va être délibéré demain. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Delcros, vous avez 43 secondes. Bon, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour cette réponse qui va dans le sens souhaité, parce que vous l'avez rappelé, globalement, les petites communes ont plutôt bien résisté à la crise. D'une façon globale et en moyenne, c'est une réalité, mais il y a des disparités très fortes, y compris à l'intérieur d'une strate de collectivité. En tous les cas, je vous remercie de votre réponse. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Jérôme Durain, du groupe des Socialistes. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette séance est pour moi l'occasion d'évoquer un des échelons les plus touchés par l'impact de la crise, l'échelon régional. Comme élu de Bourgogne-Franche-Comté, je reviendrai sur les pertes de ressources constatées par notre région et je vous interrogerai sur les compensations apportées par l'État. La crise, c'est d'abord des dépenses en plus. Et la région Bourgogne-Franche-Comté, comme d'autres, a joué son rôle pour accompagner nos concitoyens sur notre territoire. Nous avons d'ailleurs parfois été trop efficaces, puisqu'il est arrivé, par exemple, que l'État réquisitionne nos commandes de masques sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Mais notre action ne s'est pas limitée à cette urgence. Nous avons aussi déployé, comme d'autres régions, des dispositifs de soutien économique d'envergure. 36 millions pour les commerçants, artisans et TPE, 12 millions pour les structures de l'événementiel, de la culture, les acteurs du tourisme, 10 millions d'euros pour les équipements dans les hôpitaux, une aide financière aux indemnités de stage pour les élèves aides-soignants et infirmiers, 5 millions pour les associations, 4 millions pour les étudiants. Ce sont des choix politiques qui ont été différents selon les régions, mais c'est aussi une nécessité en réponse à la crise. Au total, ce sont 540 millions d'aides que nous avons votées, parfois d'ailleurs en complément des aides d'État, pour soutenir la reprise économique et les emplois. Mais la crise, c'est surtout des recettes en moins. Chers collègues, dans vos régions aussi, l'exploitation ferroviaire, notamment, a été logiquement bouleversée par la crise avec une fréquentation réduite de moitié. Et c'est là que les choses se gâtent, puisque les recettes sont passées, dans notre région par exemple, logiquement de 83 millions d'euros à 40 millions d'euros. Et même en réduisant le trafic de 25%, nous n'avons pas pu réduire nos dépenses, ou seulement de quelques pourcents, 5-6%, notamment en raison de la stabilité des charges d'amortissement du matériel et des frais de personnel. Et la situation est même plus grave en 2021 qu'en 2020, puisqu'à l'époque, on avait réduit notre plan de transport de 90%. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quelle compensation de l'État sur ce volet ? Les agglomérations qui touchaient le versement transport ont, elles, pu bénéficier de compensations par l'État. Qu'en est-il des collectivités régionales ? Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur, donc je vais à la fois tenter de répondre à votre question, mais également de vous donner un peu, je dirais, un éclairage d'ensemble sur l'ensemble de votre région qui est Bourgogne-Franche-Comté. Bon, tout d'abord, concernant les régions, je vous le rappelle, il y a quand même un certain nombre de garanties qui ont été mises en place. Par exemple, le switch TVA-CVAE, que j'indiquais tout à l'heure dans mon propos liminaire, a permis de faire en sorte qu'il y ait 215 millions d'euros au niveau national de non-perte pour les collectivités régionales. Il y a aussi la garantie relative aux recettes de TVA, de TICPE, qui a été mise en place. Il y a au-delà quelque chose qui me semble extrêmement important, qui est la création de cette dotation régionale d'investissement. C'est 600 millions d'euros, dont 25 millions d'euros pour votre propre région. Donc ça fait partie des mesures importantes qui, me semble, ont été prises en compte par le gouvernement pour vos régions. Mais si on veut regarder de manière plus générale ce qui s'est passé en Bourgogne-Franche-Comté, 541 communes de votre région ont reçu des compensations de 5,1 millions d'euros sur leurs recettes fiscales et domaniales. C'est une aide aussi qui vient combler la totalité de l'écart entre les recettes fiscales et domaniales entre 2020 et la moyenne de référence. Je cite, je sais pas, des communes comme Châlons ou comme Bourbon-Lancy qui ont reçu 160 000 euros. Enfin, ça me semble assez important et un chiffre significatif. Concernant les AOM, une d'entre elles a reçu une compensation fiscale face à une baisse importante de son versement mobilité et 5 ont reçu des avances remboursables pour 21 millions d'euros. Par ailleurs, les collectivités de la région vont recevoir ou ont déjà reçu une notification de 117 millions d'euros de dotation de relance qui viennent s'ajouter aux moyens ordinaires comme la DSIL, c'est 25 millions d'euros par an dans votre région. Bon, l'histoire ne s'arrête pas là, je viens de le dire, puisque au-delà de cela, les aides complémentaires vont arriver pour certaines régies qui sont en difficulté financière. Donc, s'agissant des AOM, nous avons confié de plus une mission à Philippe Duron de façon à faire un point. Le rapport va être rendu au mois de juin, ce qui nous permettra d'ajuster les choses. Donc, vous voyez, monsieur le sénateur, au-delà de la collectivité régionale qui a bénéficié d'un certain nombre de compensations, c'est l'ensemble d'un territoire, parce que je crois qu'il faut voir la globalité des territoires, qui aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté a bénéficié d'un système qui est un système particulièrement, là encore, résilient en termes de compensation. Merci, monsieur le ministre. Madame Alexandra Borchio-Fontimp pour les Républicains. Vous avez 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Il est acquis que cette crise sanitaire a enfanté une crise économique qui n'épargne ni les finances locales ni les finances publiques. Ce débat essentiel pour nos élus locaux et initié par le groupe Les Républicains montre bien finalement l'intérêt irréductible porté par nos membres aux enjeux avec en lien nos territoires. Les collectivités ont affronté, vous le savez, cette crise avec dynamisme, ne lésinant pas sur les dépenses afin de satisfaire aux besoins nécessaires exprimés par leurs administrés. Et pas uniquement leurs habitants, soignants, enseignants, commerçants, tous ont bénéficié et bénéficient encore de leur aide, et ce depuis le début de la crise. Les dépenses sont estimées par l'Association des maires et présidents d'intercommunalités de France à environ 6 milliards d'euros. L'État avait pourtant annoncé le soutien financier des collectivités locales, un plan d'accompagnement qui devait être massif, extrêmement ambitieux et toucher entre 12 000 et 14 000 communes et intercommunalités. Au final, 2 300 à 2 500 communes et une centaine de PCI sont concernés avec un plafond nettement diminué. Les collectivités, monsieur le ministre, ressortent exténuées, le budget de la plupart épuisé. L'AMF redoute que la baisse de recettes tarifaires soit compensée par une hausse de la taxe foncière, car c'est un des seuls leviers finalement dont les collectivités territoriales disposent pour compenser cette situation. Une fois de plus, l'État fait porter la responsabilité de l'augmentation de la pression fiscale aux collectivités en n'assumant pas jusqu'au bout les missions qui lui incombent, et ce n'est pas aux contribuables de payer cette facture. Le gouvernement ne cesse de se retrancher derrière un argument qui consiste à répondre aux élus que des économies ont été faites en raison du ralentissement de certaines activités. C'est vrai. Par exemple, dans ma commune, à Antibes-Juan-les-Pins, ces économies représentent 1,5 million d'euros. Mais faisons preuve de rigueur et surtout de sincérité. Les pertes de recettes de la ville sont estimées à 9,5 millions d'euros et des dépenses supplémentaires à hauteur de 2 millions d'euros se sont imposées. Vous conviendrez que malgré ces économies, ma ville déplore donc près de 10 millions d'euros de pertes nettes. C'est 5% du budget de la commune, donc pas de compensation. Ma question est simple, pourquoi refusez-vous de compenser les dépenses des collectivités territoriales afin qu'elles puissent continuer de s'investir dans cette crise sanitaire et économique que le pays traverse ? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Sénatrice, j'aurais pu vous donner des chiffres très précis si j'avais su la thématique générale que vous souhaitiez aborder, et peut-être même des chiffres encore plus précis sur le département des Alpes-Maritimes et les différentes collectivités qui le composent. Mais reconnaissez une chose, c'est qu'effectivement, lorsque l'on veut compenser, notamment, je pense en particulier aux pertes tarifaires, mais pas que, il faut avoir une vision claire de ce qui a été l'équilibre des recettes et des dépenses. C'est un peu la même question que votre collègue sénateur concernant les départements. Lorsque vous provisionnez de l'argent, que vous provisionnez 2,7 milliards d'euros en vous disant qu'il va y avoir un effondrement des DMTO, eh bien, là, quand la réalité est tout autre et que finalement, on arrive avec des situations où dans un certain nombre de départements, il y a eu au contraire une augmentation des DMTO, vous comprenez bien qu'il n'y a pas beaucoup de choses à commencer. S'agissant des collectivités locales, je le disais, je suis extrêmement conscient de l'effort qui a été celui des collectivités locales, qu'il s'agisse des communes, qu'il s'agisse des intercommunalités également, sur le plan tout simplement de l'accompagnement des personnes. Nous sommes aujourd'hui, depuis le 30 avril, en mesure de faire un bilan que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous voyons la réalité de l'effort conjoint que doivent mener l'État et les collectivités locales, parce que lorsqu'il y a une crise, dans cette crise, il y a toujours une proportionnalité entre les différentes collectivités. Je le disais tout à l'heure, la part prise de la dette de la part de l'État est une part extrêmement importante. J'écoutais là encore très, très discrètement quelqu'un qui disait que, ma foi, l'État n'avait pas été vertueux, mais je pense que si l'État avait été vertueux, il y aurait beaucoup de gens aujourd'hui qui n'auraient plus du tout d'emploi. Alors, alors je demandais quelques chiffres dans le département des Alpes-Maritimes, je veux dire dans le 06, pardonnez-moi, j'ai l'habitude d'utiliser les chiffres. On a 14 millions d'euros de compensation dans le département des Alpes-Maritimes, donc 91 millions d'euros. 9 millions d'euros pour une collectivité qui est la commune de Cannes. Donc vous voyez bien que dans cette affaire-là, l'État a franchement joué son rôle et continuera à le jouer grâce au PLFR qui va être délibéré demain s'agissant des problématiques de régie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Jean-Marie Mizzon du groupe Union Centriste. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Sans surprise, le coût de la pandémie que notre pays vient d'essuyer est particulièrement lourd pour nos finances locales. Avant toute chose, il convient de souligner ici la réactivité remarquable de nos collectivités face à une épidémie dont la soudaineté et la violence sont sans égale dans l'histoire. Il nous faut également rendre hommage à leurs élus et leur personnel qui ont pris en charge l'organisation de l'accès aux soins et l'achat de la distribution d'équipements de protection. Ils ont également tenté de pallier les effets de la fracture numérique, assurant coûte que coûte la continuité du service public.
Ils ont surtout innové, comme dans le Grand Est, qui a créé le fonds Résistance, mobilisant 44 millions d'euros afin de soutenir l'économie locale. Nos collectivités ont pour cela engagé des dépenses exceptionnelles consistantes pour l'essentiel en la rémunération de personnel remplaçant ou encore au versement des primes exceptionnelles comme celles attribuées aux aides à domicile. Toutes dépenses que les économies réalisées sur certains postes, tels que les frais de déplacement, de restauration, de formation ou encore la non-reconduction de certains contrats, n'ont compensé qu'en partie. Par conséquent, même si aujourd'hui tout n'est pas noir, il apparaît clairement que l'État doit combler les déficits entraînés par ces différentes opérations que les collectivités territoriales seules ne peuvent supporter. Aussi, pouvez-vous nous indiquer ce que le gouvernement entend faire pour leur fournir toute l'aide financière dont elles ont besoin, en particulier pour ce qui est de la compensation des pertes de recettes tarifaires, y compris pour les EPCI compétents en matière de mobilité qui exploitent des services de transport en commun, même si j'ai bien compris, monsieur le ministre, l'ouverture tardive mais réelle du gouvernement sur ce sujet. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur Mison, moi je salue également l'implication des collectivités et notamment des conseils régionaux, à la fois dans l'appui aux entreprises, mais également dans d'autres dispositifs. Je citais tout à l'heure le dispositif Avenir Montagne où l'ADF et l'ensemble des régions concernées ont été proactifs pour faire en sorte que pour un euro investi, il y ait, de la part de l'État, il y a un euro d'investi de la part des régions. Alors vous avez cité le fonds Résistance qui est mis en œuvre par la région Grand Est. C'est un très bon exemple de l'agilité des collectivités pour réagir en cas de difficulté. Mais je souhaite aussi rappeler que l'État n'a pas été moins agile et a joué tout son rôle parce que d'abord vis-à-vis des entreprises en Grand Est, à l'heure où je vous parle et pour donner des chiffres locaux, nous avons déjà versé 1,8 milliard d'euros au titre du fonds de solidarité, mais aussi garanti 8 milliards d'euros de prêts aux entreprises. Vous voyez que ces montants sont quand même très très massifs. Ensuite, vis-à-vis des collectivités, 439 communes et 13 EPCI de votre région ont reçu une compensation de 4,3 millions d'euros sur leurs recettes fiscales et domaniales. Cette aide vient d'ailleurs combler la totalité de l'écart entre les recettes fiscales et domaniales entre 2020 et la moyenne de référence. Dans votre département, par exemple, la métropole de Metz a reçu 1,2 million d'euros. Concernant les AOM, 4 d'entre elles ont déjà reçu une compensation fiscale face à une baisse très importante du versement mobilité et 14 ont reçu des avances remboursables pour 30 millions d'euros. Par ailleurs, les collectivités de la région vont recevoir ou ont déjà reçu notification de 224 millions d'euros de dotation de relance qui viennent s'ajouter aux moyens ordinaires comme la DSIL, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an dans votre région. Alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire ne s'arrête pas là. Je dis à votre collègue sénatrice, j'ai déjà rappelé que des aides complémentaires arrivent pour notamment la problématique des régies en difficulté financière et je le répète, s'agissant à la fois des SPIC et des SPA, pour que les choses soient vraiment très claires de ce côté-là, puisqu'il y avait quelques inquiétudes que je comprends aisément, ayant été maire pendant 27 ans. Et s'agissant des AOM, je le dis et je le répète, compte tenu des ouvertures qui ont été faites, et notamment le rapport que Philippe Duron doit nous remettre d'ici au mois de juin, de façon à ce que les choses puissent être le mieux cadrées possible. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Mison, vous avez 50 secondes. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu peur tout à l'heure, Monsieur le Ministre, lorsque tout à l'heure vous disiez dans vos propos liminaires que les recettes des collectivités se portaient pas si mal que cela, j'ai eu peur que vous disiez, que vous rajoutiez que c'était grâce à l'augmentation de la DGF. Vous auriez eu un humour à décaper tout le monde. Deuxième observation, c'est que les 200 millions que vous évoquez sont très loin du compte, puisque les collectivités, leurs associations nationales, sont sur des montants bien supérieurs qui dépassent les 2 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez aux 200 millions, mais sachez que du côté des associations d'élus, notamment de l'AMF, on est plutôt sur un montant de 10 fois supérieur. Et enfin, j'insiste sur la mobilité, sur les régies. Ce n'est pas la même chose d'avoir une avance que d'avoir une dotation. Et j'espère que vous trouverez les voies et moyens pour compenser, je crois à votre bonne foi, justement ces opérateurs qui le méritent fortement. Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole à présent à Monsieur Jean-Michel Houllegatte du groupe socialiste. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce mois de juin qui commence, on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser à la prochaine saison touristique qui s'engage. Or, si les perspectives sont plutôt positives en termes de fréquentation, bon nombre de collectivités sont inquiètes, car le tourisme, c'est une multitude d'acteurs privés, associatifs et publics qui sont en grande difficulté. Les offices de tourisme sont fortement fragilisés par la crise.
D'une part, seuls les offices qui sont subventionnés à moins de 50% ont pu bénéficier du chômage partiel. D'autre part, la taxe de séjour, qui a été une recette extrêmement dynamique entre 2012 et 2019, puisqu'elle est passée de 239 millions d'euros à 503 millions durant cette période, devrait, une fois les comptes administratifs consolidés, enregistrer une baisse qui va parfois, pour certaines communes, jusqu'à 40%. Or, la taxe de séjour, elle transite, elle, par les budgets des collectivités. Et la compensation de sa perte est liée à la situation budgétaire des recettes fiscales et domaniales des derniers exercices de l'ensemble de cette collectivité. Et il peut s'avérer, et c'est vrai, qu'une collectivité qui a eu des fortes dépenses liées au surcoût de la crise n'ait reçu aucune compensation, car ces recettes se sont globalement maintenues, les recettes fiscales et domaniales, alors que celles, recettes fléchées, destinées à être reversées à l'Office du tourisme, se sont, elles, effondrées. Monsieur le ministre, cette situation ne mérite-t-elle pas une attention particulière? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer alors que la compensation aux EPIC de tourisme figure bien dans le PLFR qui sera examiné demain en Conseil des ministres? De même, et cela dans un tout autre domaine, pouvez-vous me confirmer que les communes qui possèdent un casino souvent très modeste, mais dont l'importance des revenus de la taxe sur les jeux est vitale pour le budget communal, ont bien été, cette fois-ci, l'objet d'une compensation intégrale? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur Houllegatte, vous avez parfaitement raison de souligner que les communes touristiques font partie des plus affectées par la crise sanitaire, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle nous avons bien entendu décidé de compenser et d'intégrer dans les mécanismes de compensation les recettes perçues par ces communes. Je pense d'abord à la taxe de séjour, mais aussi aux produits des jeux dans les communes qui accueillent des casinos. Je précise d'ailleurs que la taxe de séjour est compensée sur une base qui est une base 2019 en raison des modalités d'évolution de perception de la taxe. Je me rappelle fort bien avoir porté cet amendement lorsque j'étais rapporteur général à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, ça devait être par rapport à une moyenne, et une moyenne qui ne représentait pas la réalité du dynamisme, puisque à la fois nous avions élargi la base avec un certain nombre, j'allais dire, de contribuables supplémentaires qui ne payaient pas toujours la taxe de séjour, notamment dans les régions très touristiques. Mais il y avait également la problématique de la montée en puissance de beaucoup d'intercommunalités sur ce sujet. Donc c'est bien cet amendement qui a permis aujourd'hui d'être sur une base qui est une base, à mon avis, beaucoup plus intéressante que celle qui aurait été la base initialement prévue de la moyenne de 2017 à 2019. Alors maintenant, si on regarde les résultats, on constate que 77 millions d'euros de dotations sur les 200 sont allés à des communes classées station de tourisme. Plus de la moitié des communes ont été accueillant un casino, ont bénéficié de la dotation pour un montant de 62 millions d'euros. Dans votre région, je peux citer Deauville, Bagnoles-de-l'Orne, mais également Ouistreham ou encore Trouville. Je signale, pour être tout à fait complet, que la commune de Cherbourg en Cotentin n'est pas éligible. En effet, ces produits fiscaux de 2020 dépassent de 1 million d'euros les mêmes produits entre 2017 et 2019. Donc, de ce fait, on ne sont pas dans une situation de perte. En ce qui concerne les offices de tourisme, en règle générale, ceux-ci perçoivent une partie de la taxe de séjour qui est reversée par la commune. Dans ce cas, la compensation se fait au niveau de la commune et il n'y a pas de problème. Quand l'office de tourisme, et je comprends que c'est votre question, perçoit directement la taxe, qui est un cas assez rare mais qui existe, il n'y a pas de compensation à ce stade, mais le mécanisme de compensation des SPIC que nous avons prévu dans le PLFR, qui sera discuté donc dans quelques jours, va apporter une réponse aux offices de tourisme dont l'épargne brute se serait dégradée fortement. Donc ce sera par ce biais qu'il y aura réintégration, j'allais dire, de ces pertes. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Houllegatte, vous avez 35 secondes. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. On voit que le filet de sécurité est à large maille et, comme le dit Madame Gourault, il faut faire du cousu humain. Donc, ce qu'on vous demande, tout simplement, c'est de sortir le filet à crevettes pour pouvoir utiliser les cas particuliers. Et il y en a beaucoup. Et à travers les exemples qui nous sont présentés aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de situations à régler. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Bernard Fournier du groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est très difficile d'avoir une analyse globale sur le coût économique pour les collectivités de la crise de la Covid-19, tellement les situations de nos communes sont hétérogènes. Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais m'attarder sur la situation des communes rurales. En effet, ces dernières ont été particulièrement touchées
lorsqu'elles disposent d'une école ou de structures d'accueil et de loisirs. L'impact des protocoles sanitaires sur les dépenses de fonctionnement, ressources humaines, a été très important pour certaines d'entre elles. Nous pouvons aussi évoquer le cas des communes rurales touristiques qui n'ont pu que constater la baisse substantielle de leurs recettes de produits d'exploitation. Les communes qui louaient des équipements n'ont pas été épargnées non plus. Même si nous ne pouvons que saluer l'ensemble des mesures de soutien de l'État aux collectivités, elles restent encore insuffisantes pour le moment. Une des manières les plus efficaces pour les aider à sortir le plus rapidement de la crise sanitaire réside dans l'aide que l'État pourrait apporter à leurs projets d'investissement. Investissement qui profiterait à irriguer les entreprises de nos territoires et participerait à la relance de l'économie française. Cependant, les élus des petites communes sont souvent découragés par la complexité et la quantité des dispositifs qui sont proposés lors des différents appels à projets dans le cadre des dotations d'investissement. Ils ne disposent pas de l'ingénierie nécessaire afin de monter les dossiers. Après un an de mandat, et alors que la France se déconfine progressivement, il est primordial que l'État soit aux côtés des élus des territoires ruraux pour participer à la relance de notre économie. Aussi, je souhaiterais que vous nous précisiez, Monsieur le ministre, les financements que le gouvernement a mis en place pour soutenir la relance de l'investissement des communes rurales et simplifier leur démarche. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur Fournier, vous m'interrogez plus spécifiquement sur le soutien de l'État à l'investissement des collectivités les plus rurales. Alors, je voudrais insister sur 3 points. D'abord, l'accroissement du soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance avec la majoration de 950 millions d'euros de la DSIL qui a été votée l'été dernier et qui est destinée à financer des projets s'inscrivant dans la transition écologique, la résilience sanitaire et la préservation du patrimoine. Nous avons veillé dans les circulaires d'application avec Jacqueline Gouraud à ce que les choses soient très claires vis-à-vis des préfets de région sur la possibilité de cumuler DETR et DSIL, ce qui permet à des communes rurales d'en bénéficier. Et j'inaugure pas mal de lieux dans des communes très rurales qui correspondent à cela. L'enveloppe également qui a été votée en loi de finances pour 2021 afin de financer les travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments des collectivités, dont 650 millions d'euros sont destinés au bloc communal, géré de manière analogue à la DSIL. Avec Jacqueline Gouraud, nous avons demandé donc au préfet d'être vigilant à l'équilibre territorial des subventions en laissant davantage de temps aux communes rurales qui auraient besoin pour déposer leur dossier, puisque nous comprenons bien les problèmes d'ingénierie dans les communes rurales, et en les aidant à les constituer si besoin, qui est le rôle des sous-préfets territoriaux. Alors, dans votre département, la Loire, 41 projets communaux ont d'ores et déjà été financés en 2020 avec cette tranche de DSIL. Or, 25 projets sur ces 41 sont portés par des communes rurales. Ensuite, nous mobilisons des moyens exceptionnels en ingénierie. C'est là le sujet que vous évoquez et qui me semble extrêmement important. Je vous rappelle, parce que je crois qu'il faut toujours insister là-dessus, que les marchés d'ingénierie de la NCT, ces 20 millions d'euros en 2021, sont gratuits pour l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. Donc sur ces marchés d'ingénierie, vous pouvez émarger de manière gratuite. Bon, par ailleurs, il y a tout un système avec les programmes nationaux. Vous savez, on a quelquefois des petites villes de demain, par exemple, qui sont très petites. Dans un certain nombre de départements, nous descendons jusqu'à 200 habitants sur des bourgs-centres en difficulté. Donc, c'est quand même très, très important où il y a beaucoup d'ingénierie. Ingénierie qui doit être partagée avec les autres communes au sein de l'intercommunalité de façon à ce que tout le territoire soit couvert. Il y a aussi des programmes nationaux qui sont importants. Et enfin, vous mentionnez les écoles et les structures d'accueil. Sur ce point, je vous confirme ce que j'ai indiqué au sénateur Chassaing, à savoir que nous allons regarder de près cette question dans le cadre des compensations de recettes tarifaires. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à notre collègue Hussein Bourgi du groupe socialiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a eu un impact direct sur les finances des collectivités locales. Impact direct en raison des dépenses exceptionnelles et des pertes de recettes occasionnées par la Covid-19 et les confinements successifs. Il y a aussi l'impact indirect de la crise sanitaire sur les collectivités territoriales. Je veux évoquer les difficultés que rencontrent de nombreuses associations sportives, culturelles, de loisirs. Nos clubs sportifs ont perdu, monsieur le ministre, une part importante de leurs licenciés. Nos écoles de musique et de danse ont perdu une part significative de leurs adhérents. Certaines organisations qui, chaque été,
et tout au long de l'année organisent des manifestations culturelles et des festivals en particulier sont aujourd'hui en sursis. Bref, nos associations ont vu leur trésorerie fortement dégradée. Plus de 30 000 d'entre elles ne survivront pas à la crise. Des dizaines de milliers d'autres sont en très grande difficulté, et singulièrement depuis le second confinement. Les mesures gouvernementales que nous avons saluées ont prioritairement concerné les associations ayant des salariés, avec le chômage partiel par exemple. Mais les associations constituées exclusivement de bénévoles sont restées dans un angle mort. Peu ou pas d'aides leur sont destinées. Celles-ci se tournent aujourd'hui vers les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, pour leur demander des subventions exceptionnelles pour renflouer leur budget et honorer leurs charges courantes. C'est un cruel dilemme auquel sont confrontés les élus locaux. En aidant ces associations, ils alourdissent la facture déjà lourde et longue de la crise sanitaire pour les collectivités. Monsieur le ministre, de quelle manière le gouvernement peut-il aider les collectivités territoriales, et singulièrement les communes rurales, à sauver les associations qui créent le lien social et contribuent à l'attractivité de nos territoires? Quelles mesures spécifiques dédiées à ces associations le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le sénateur Bourgi. Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord la situation, j'allais dire, des collectivités locales et donc leur capacité à pouvoir financer des associations. Je viens, je dirais, de répondre à un certain nombre de sujets, notamment à la problématique des pertes de recettes tarifaires, qui est évidemment une problématique centrale et qui a fait que certaines collectivités attendaient, même pour élaborer leur budget, de savoir, j'allais dire, à quelle sauce ils allaient être mangés. Pour autant, ce que je viens de vous indiquer, c'est que les services qui sont gérés en SPIC ou en SPA vont rentrer dans une cagnotte de compensation de hauteur de 200 millions d'euros dans le PLFR, qui appartiendra au Parlement s'il le souhaite de bouger les lignes sur ce sujet. Mais en tout état de cause, le travail mené depuis maintenant des semaines avec Olivier Dussopt et Jacqueline Gouraud permet aujourd'hui que nous ayons cette problématique qui soit une problématique extrêmement importante, qui soit prise en compte. Je le disais tout à l'heure, ce sont les plus petites collectivités qui en général avaient des services qui n'étaient pas gérés en DSP, mais des services qui étaient gérés directement en régie, et ça concerne aussi l'ensemble des structures, notamment des SPA, qui sont des SPA qui souvent étaient des SPA support qui permettaient d'avoir des associations de proximité qui étaient notamment celles dont vous parlez, qui sont constituées de bénévoles, j'allais dire soutenues par les collectivités locales. Sur les associations elles-mêmes, eh bien, celles-ci peuvent bénéficier quand même des aides accordées aux entreprises dans certaines conditions. Les associations qui exercent une activité économique peuvent bénéficier parfaitement du fonds de solidarité. Le prêt garanti par l'État, il ne faut pas l'oublier, est également accessible aux associations. Bon, vous l'avez dit, les associations employeuses ont pu bénéficier de l'activité partielle, ce qui était pour elles extrêmement important. Mais je rappellerai aussi que des mesures spécifiques ont été prises en faveur des associations. Il s'agit d'ailleurs, il y a un amendement du Sénat sur le deuxième PLFR qui a ouvert la possibilité aux collectivités de maintenir la subvention attribuée à une association en cas d'annulation d'événements ou de manifestations pour lesquelles les crédits avaient été attribués, faisant en sorte qu'il y ait pour la première fois une dérogation au service fait. Donc je crois que l'ensemble de ces dispositions, plus celles que nous venons de prendre sur les problématiques des régies des collectivités, va permettre de voir l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bourgi, vous avez 35 secondes si vous souhaitez répliquer. Monsieur le ministre, je pensais plutôt à d'autres types de réponses, notamment à un chèque qui pourrait inciter à adhérer à des associations, à renouveler des licences, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations nous disent qu'elles appréhendent l'avenir avec beaucoup d'inquiétude, parce que des élèves, des enfants qui n'ont perdu l'habitude d'aller à un club de sportif ou à une école de musique ou de danse vont retrouver très difficilement le chemin de ces associations. C'est pour l'avenir que je vous demandais des propositions structurelles cette fois-ci, avec un chèque qui pourrait servir d'amorce pour le paiement d'une adhésion ou d'un abonnement. Merci, chers collègues. J'invite à présent monsieur Daniel Guéret du groupe Les Républicains à s'exprimer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues. Face à la crise sanitaire, les collectivités se sont affichées très clairement. Très souvent, trop souvent, les élus ont servi de tampon entre les préfets et nos concitoyens inquiets face à cette pandémie et au non-dit de leur État. Oui, les élus que nous représentons ici au Sénat ont répondu à votre appel. Dans mon département, l'Eure-et-Loir, un travail absolument admirable d'organisation et de gestion, en parfaite coordination avec le préfet, a été réalisé sur les centres de vaccination pérennes ou éphémères à Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Maintenon, Épernon, Senonches, La Loupe, Broutoury.
Ce sont toutes des communes et des intercommunalités qui, pour mémoire, ne sont ni des professionnels de santé, ni des experts en tout genre qui passent leur temps, beaucoup, sur les plateaux de télévision. Les maires et les présidents, urbains comme ruraux, mettent à disposition leur personnel, organisent des transports en zone rurale, assurent une veille auprès des plus fragiles, recensent les exclus tellement le système Internet leur est étranger ou inaccessible, administrent leurs centres de vaccination avec des personnels EHPAD, ADMR, libéraux, pompiers, soignants, et tout cela en répondant aux exigences de l'État sur une montée en puissance du nombre de vaccinations. Depuis des mois, ces collectivités assurent une mission de santé publique, mais à quel prix ? Chartres Métropole a déjà financé plus de 280 000 €. Un bras de fer s'engage sur la signature d'une convention de refacturation, puisque l'ARS remet maintenant en cause le remboursement de la location et le gardiennage du site. Quant à Dreux, plus de 267 000 €, et ce sans compter les personnels communaux mis à disposition sur le temps de travail habituel. Monsieur le ministre, ma question portait sur les mesures financières concrètes qui seraient prises par votre gouvernement pour aider les maires et les présidents d'intercommunalités à faire face à une dépense exceptionnelle financée sur leur propre budget dans une compétence qui, au départ, est la vôtre. Vous avez pour partie apporté des réponses, mais donnez-nous la garantie d'une application rapide sur le terrain avec le moins de verticalité possible dans la prise des décisions par vos administrations. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur Guéret, les collectivités locales, en particulier les communes et les intercos, ont, comme vous le rappelez, spontanément soutenu l'État dans la mise en œuvre de la politique de vaccination, dont le déploiement est un succès et nous permet d'entrevoir la sortie de crise. Alors bien entendu, nous savons que la contribution matérielle des collectivités a bien évidemment un coût. Cette question a fait l'objet d'échanges réguliers en février et en mars avec les représentants des associations d'élus. À la suite de ces échanges, un groupe de travail dédié a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé avec les associations d'élus, qui a abouti à l'adoption d'une doctrine de financement des centres de vaccination qui est portée par Olivier Véran. Alors, une partie des coûts de fonctionnement des centres est intégralement financée par l'assurance maladie ou par les établissements de santé. C'est le cas des professionnels de santé qui sont mobilisés en dehors de l'exercice normal de leur activité pour leur employeur. C'est bien entendu le cas des vaccins eux-mêmes. Et s'agissant des coûts supportés par les collectivités elles-mêmes, le FIR, le Fonds d'intervention régional des ARS, est mobilisé dans le cadre d'une convention pour prendre en charge les dépenses engagées par la collectivité au-delà de ce qu'aurait généré une activité normale sur le site. Ces dépenses qui peuvent notamment inclure la mobilisation des agents en plus de leur temps de travail habituel, par exemple les heures sup, les week-ends, les nuits, les astreintes, le recrutement de personnel supplémentaire spécifique pour les centres de vaccination, hors personnel soignant qui lui est pris en charge par l'assurance maladie, et lorsqu'elle constitue une charge inhabituelle, les frais de fonctionnement liés à l'accueil, à la logistique et à la coordination. Le forfait de 50 kg € pour 6 mois évoqué en février n'était pas un plafond, mais un fonds d'amorçage. Donc qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Et nous restons fidèles à notre idée de départ de compensation des surcoûts en prenant en compte les coûts liés à l'ouverture des centres les week-ends, et les discussions que mèneront les municipalités intercommunales se poursuivront à l'échelle des ARS dans le cadre de ces conventionnements. Par ailleurs, la possibilité de solliciter l'appui du FIR a été ouverte à tous les types de centres, qu'ils soient labellisés ou non. Je crois que c'est vraiment la preuve de l'engagement de l'État aux côtés de la volonté remarquable des collectivités locales en la matière. Merci, monsieur le ministre. J'invite à présent monsieur Philippe Mouillet, du groupe Les Républicains, à s'exprimer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En raison de la crise sanitaire et économique due au Covid-19 depuis 2020, un certain nombre de communes accusent des pertes de recettes importantes concernant notamment les locaux dont elles sont propriétaires. Ce point a déjà été évoqué par un certain nombre de mes collègues. En effet, dans les zones rurales, de nombreuses petites communes disposent de commerces, de restaurants dont elles ont confié la gestion des structures privées. Compte tenu de la situation économique difficile subie par ces commerces, les communes ont été amenées à modérer, voire annuler les loyers de ces commerces, entraînant des pertes de recettes importantes eu égard à la taille de ces communes, l'État ayant peu compensé ces pertes de recettes. L'autre situation que je souhaite évoquer concerne les sites touristiques et la gestion des sites événementiels, qui sont aussi gérés par des communes sous la forme cette fois de régie. Là aussi, les pertes de recettes pour les communes sont conséquentes ou totales, et là, aucun moyen de compensation par l'État n'a été prévu. Dans mon département des Deux-Sèvres, ce sont de toutes petites communes qui gèrent parfois des gîtes touristiques, qui se retrouvent dans une situation financière critique et qui voient leur budget de fonctionnement fortement impacté par ces pertes de recettes.
Les structures privées gestionnaires de sites touristiques ont été soutenues par l'État, mais pas les régies municipales. Face à cette situation, l'État a-t-il prévu de nouveaux outils ou des mesures de soutien spécifiques pour ces petites communes, étant donné le recul que vous avez maintenant au regard de l'analyse de la situation? Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le sénateur Bouillet, j'ai répondu, j'allais dire, sur ce même sujet à beaucoup de vos collègues. Il y aura donc bien 200 millions d'euros dans le PLFR qui va être délibéré demain, de façon à répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Alors, vous avez raison, parce que ce sont des recettes qui sont quelquefois localisées, celles qui sont en diminution dans un certain nombre de communes. Je citais tout à l'heure les communes extrêmement importantes, mais avec beaucoup d'équipements, ou alors des petites communes qui portent des équipements très spécifiques. J'ai cité les termes, mais j'aurais pu citer effectivement d'autres activités comme celles que vous avez vous-même citées dans votre question. Et il y a quelquefois effectivement des gîtes communaux qui sont relativement importants par rapport au budget de fonctionnement de la commune. Donc c'est un dispositif qui sera donc, je le dis et je le répète, une dotation budgétaire et pas un système d'avance remboursable, et qui concernera aussi bien les SPIC que les SPA, ce qui permettra, les services publics administratifs, sans ça on va croire que je vous incite à aller faire de la balnéothérapie, mais il s'agit bien évidemment de faire en sorte que les deux formes juridiques, qui sont d'ailleurs quelquefois, je dirais, assez ténues sur la réalité économique, soient prises en compte. Alors sur le problème spécifique des loyers qui est aussi cité dans votre question, je vous rappelle que la loi de finances de 2021 a prévu, la loi de finances initiale a prévu un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de 10 millions d'euros au profit des collectivités et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive des loyers de novembre 2020, dans les mêmes conditions d'ailleurs que le crédit d'impôt. Alors c'est quelque chose qui est strictement parallèle à ce qui a été fait dans le privé, donc c'est ni plus ni moins, puisqu'on reste dans un système qui est un système parfaitement équitable en la bataille. Mais soyez rassurés, ce que vous avez cité relève du dispositif que nous mettons en place. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, vous avez un peu plus d'1 minute pour répondre. Oh là, une modification. Monsieur le ministre, j'ai entendu votre réponse que vous avez déjà présentée à l'ensemble de nos collègues. Simplement 2 points de précision. Concernant notamment les pertes de loyer, je pense que les 10 millions d'euros ne sont pas forcément à la hauteur des besoins au niveau national. On voit bien le geste qui a été fait, mais je pense que si on fait l'état des lieux, et vous avez maintenant les outils pour pouvoir mesurer ce qui s'est passé, il y a un décalage. Et donc forcément, dans beaucoup de territoires, et notamment dans mon département, on nous a dit qu'il n'y a pas de fonds disponibles pour cela. L'outil juridique existe, mais le fonds, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Donc ça, c'est pas le premier point. Et concernant les prévisions, notamment ce que nous allons voter dans les jours qui viennent, je l'espère, l'idée, c'est vraiment d'avoir une réactivité, c'est-à-dire très rapidement avoir les mécanismes de fonctionnement et de prise en considération, et que notamment, on ne traite pas en priorité les plus grands territoires, parce qu'il faut vraiment revenir à la petite commune rurale. Voilà, c'est aussi des indications qui devaient être données, parce que par aisance de traitement des dossiers, ce sont souvent les plus grandes collectivités qui sont déjà habituées, qui ont des services financiers juridiques, qui préparent les éléments. Donc il faut avoir cette double vigilance. Donc des moyens financiers complémentaires sur les loyers et une capacité de réactivité forte pour les plus petites communes. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Bruno Rojouan du groupe Les Républicains. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la lutte contre la double crise sanitaire et économique, les collectivités ont pris leur part à l'effort national de protection des Français. Pour n'en citer qu'une, la mienne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est fortement mobilisée pour protéger ses habitants sur le plan sanitaire et sur le plan économique, avec près d'1 milliard d'euros investis pour protéger l'emploi. Pour traverser cette crise, les communes, interco, départements et régions ont fait beaucoup pour suppléer l'État. Cependant, leur engagement n'a été que très peu compensé par le plan financier. Le PLFR 2020 et le PLF 2021 ont permis de faire des gestes, certes, à leur égard, mais cela reste globalement insuffisant. Comme mes collègues, j'espère que des mécanismes complémentaires seront mis en œuvre par le Gouvernement. Par ailleurs, monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur un point particulier en me faisant le porte-parole de mon département de l'Allier, terre de thermalisme. La crise sanitaire et économique a plongé l'ensemble de la filière thermale dans une situation sans précédent. Les zones rurales sont particulièrement touchées, 70% des établissements thermaux français se trouvant dans une commune de moins de 5 000 habitants.
Les secteurs d'activité complémentaires et fortement dépendants du thermalisme ont eux aussi beaucoup souffert de cette crise. À titre d'exemple, les seuls casinos drainent plus de 400 millions d'euros par an de recettes fiscales vers les collectivités territoriales, sans compter l'effet d'entraînement sur les loyers, la taxe de séjour ou encore les ressources liées à l'animation. Aussi, vous l'imaginez bien, la fermeture des établissements thermaux, des hôtels, des casinos, des restaurants a eu un impact considérable sur le budget des villes d'eau. Pourtant, les spécificités du thermalisme n'ont pas suffisamment été prises en compte dans le plan de relance pour lui fournir une aide adaptée. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour accompagner ces communes qui doivent, peut-être plus durement que d'autres, traverser cette crise économique consécutive aux mesures sanitaires décidées? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le sénateur Bruno Rojo. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire une dotation spécifique pour l'Allier, même si votre département est cher à mon cœur. Mais sachez tout d'abord, au-delà de ce que je viens de dire à l'ensemble de vos collègues sur les sujets qui sont des sujets connexes, que tout d'abord, la LFR de juillet 2020 a instauré un mécanisme qui garantit à chaque commune et à chaque EPCI à fiscalité propre que ses recettes fiscales et domaniales ne seront pas inférieures en 2020 à celles perçues en moyenne en 2019. Ce qui veut dire qu'entre 2017 et 2019, il y avait un certain nombre de recettes. L'État versera de toute façon une dotation égale à la différence par rapport à cette moyenne. Alors, c'est un mécanisme qui a été reconduit en 2021 pour les recettes fiscales. Et parmi ces recettes fiscales, il y a le produit des jeux et il y a la taxe de séjour. Donc, des éléments extrêmement importants pour les communes que vous citez. L'arrêté interministériel qui va notifier les montants définitifs de la dotation sera publié dans quelques jours, mais je peux déjà vous indiquer que 4 168 communes et 51 EPCI à fiscalité propre ont perçu cette dotation pour un montant total de 200 millions d'euros. Les communes touristiques ont été bien évidemment les principales bénéficiaires de ce dispositif, notamment pour compenser les pertes de recettes fiscales qui sont liées à la taxe de séjour, aux produits bruts des jeux des casinos, et également la taxe sur les remontées mécaniques, qui est un autre sujet, mais qui concerne une commune de votre département. Ainsi, plus de la moitié des communes qui accueillent un casino ont bénéficié de la dotation pour un montant de 62 millions d'euros. Dans l'Allier, par exemple, nous avons les villes thermales de Néry et de Bourbon-l'Archambault, qui sont bien des bénéficiaires du dispositif. Vichy, en revanche, a perçu des recettes fiscales qui sont supérieures en 2020 à la moyenne de référence, donc n'est pas dans ce dispositif. Ce dispositif, en plus, ce n'est que le principal d'une liste qui n'est pas exhaustive, puisque l'État a, par exemple, remboursé 215 millions d'euros aux collectivités locales au titre de l'achat des masques réutilisables, par exemple, à usage unique. Et le gouvernement a apporté un soutien qui est quand même inédit aux collectivités pour subventionner les dépenses d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Concernant les stations thermales plus spécifiquement, le gouvernement est très conscient des difficultés qui sont rencontrées par ces équipements, notamment par ceux qui sont exploités en régie. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2021, qui sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale puis au Sénat, le gouvernement va proposer au Parlement d'adopter un dispositif de soutien face aux baisses de recettes tarifaires dont vont bénéficier les stations thermales en particulier, qui sera, j'allais dire, un dispositif, puisque beaucoup de stations thermales en plus sont situées en zone de montagne. J'allais dire que là aussi, sur le plan Avenir Montagne, vous disposerez d'éléments complémentaires pour les stations thermales de zone de montagne qui sont extrêmement intéressants. Alors, ce n'est pas toujours le cas dans le département de l'Allier, je vous le concède, mais c'est quand même le cas dans beaucoup de départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'avec tout cela, nous arriverons à quelque chose de très équilibré pour ces communes. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Elsa Schalck pour le groupe des Républicains. Je vous remercie, madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, voilà un an que les collectivités sont fortement investies pour faire face à la crise sanitaire. À l'heure où la campagne de vaccination bat son plein, les élus locaux sont à nouveau en première ligne. Dans le Bas-Rhin, ce ne sont pas moins de 26 centres de vaccination qui ont vu le jour grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes, dont 18 centres portés par les collectivités territoriales. À chacune de mes visites, par exemple au centre de vaccination d'Illkirch, de Saverne, de Sélestat ou encore de la Vente-Senot, une réalité, le travail colossal mis en œuvre par les élus locaux, accompagnés par les agents, les équipes médicales et de très nombreux bénévoles. Tous s'investissent avec beaucoup de dévouement et ne comptent pas leurs heures pour que cette campagne de vaccination soit une réussite. Pour ce faire, les communes et les intercommunalités ont dû mobiliser des agents pour aménager, entretenir les lieux, prendre des rendez-vous, organiser la prise en charge des personnes.
Des recrutements sont actuellement nécessaires pour faire face à la montée en puissance de la vaccination et pouvoir agir dans la durée. Tout cela engendre des coûts. Vous avez annoncé un fonds d'intervention régional, mais son montant, monsieur le ministre, apparaît très éloigné du montant des charges réelles pour le fonctionnement d'un centre de vaccination. Là où vous indiquez une compensation allant jusqu'à 50 000 € pour 6 mois de fonctionnement, les remontées du terrain font état d'un coût bien supérieur à l'estimation de la DGS. Les collectivités locales sont déjà fortement asphyxiées par des baisses de dotations et de recettes jamais entièrement compensées. Malgré ce contexte difficile, elles ont directement répondu présentes dans cette crise et ont agi de manière volontaire et réactive. Monsieur le ministre, les élus locaux ont besoin de visibilité. Ils ont également besoin d'être rassurés sur les engagements financiers de l'État. Interrogé en mars dernier, le ministre de la Santé indiquait qu'un travail était mené sur l'élargissement et l'assouplissement du financement des centres et que ce fonds serait réabondé autant que nécessaire. Qu'en est-il de cet engagement ? Par ailleurs, pouvez-vous aujourd'hui nous préciser les modalités précises du remboursement du fonds d'intervention régional et sous quel délai cette compensation sera-t-elle versée ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Elsa Schalck, j'ai répondu à votre collègue tout à l'heure, le sénateur Guéret, sur ces questions, sachant que bien évidemment, nous sommes ici des représentants du ministère de la cohésion territoriale, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément toutes les réponses sur la façon dont on met en œuvre un fonds au ministère de la Santé, vous le comprendrez bien. Je rappellerai simplement, parce que vous avez évoqué ce sujet, qu'effectivement les 50 kilo € pour 6 mois qui avaient été évoqués en février, c'est bien un fonds d'amorçage, mais en aucun cas il ne s'agit de quelque chose qui est complètement définitif, et il y a actuellement des discussions qui se poursuivent sur ce sujet de façon à ce que la prise en compte soit une prise en compte différente. Le fonds le FIR, dont je ne connais pas les détails, j'allais dire, de la façon dont il est programmé ni mis en œuvre, est pour autant quelque chose qui existe et qui permet aujourd'hui, j'allais dire, d'avoir un dialogue entre les ARS et les collectivités locales, et notamment les associations d'élus et le ministère de la Santé, pour que nous puissions faire en sorte que les dépenses qui auraient été générées au-delà de ce qui est estimable, et notamment, je citais tout à l'heure, la mobilisation des personnels en heures sup, la mobilisation d'agents qui ont été recrutés spécifiquement pour ce sujet, mais également des charges de fonctionnement avec une logistique qui est parfois extrêmement importante, puissent être prises en compte. Donc je puis vous confirmer que l'État ne sera pas absent de ce défi majeur, que seront aux côtés des collectivités pour relever ensemble ce défi qui est la campagne de vaccination. Je crois que, en plus, il faut être très clair, ces centres de proximité ont été extrêmement efficaces. Il y a souvent des gens que vous connaissez qui sont là, votre médecin retraité, enfin j'allais dire des gens qui sont des personnes de proximité que vous rencontrez tous les jours. Et je constate aussi souvent que ces centres sont un peu chargés par des personnes venant d'autres grandes villes où ils n'ont pas la même qualité d'accueil, ce qui provoque dans les petites communes rurales notamment quelquefois des dépenses complémentaires de personnel. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que le ministère de la Santé et Olivier Véran ont bien pris en compte cette spécificité des centres, notamment des centres ruraux, où est mis en œuvre ce processus de vaccination qui pour nous était très important parce qu'il fallait aller, j'allais dire, jusqu'au dernier kilomètre en la matière. Merci, monsieur le ministre. Alors, pour conclure le débat, la parole est à présent à monsieur Jean-François Husson pour le groupe des Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient de conclure ce débat demandé par le groupe Les Républicains, ce qui me permet de remercier Mathieu, Bernard, Alexandra, Daniel, Bruno, Philippe, Elsa. Vous n'aurez plus qu'à mettre les noms sur celles et ceux qui sont intervenus pour dresser les conclusions sur le coût de la crise sanitaire et économique pour les collectivités territoriales. Vous le savez, monsieur le ministre, ça a été rappelé, les communes ont été en première ligne pour répondre à la crise. Elles ont été des partenaires loyaux de l'État et même parfois ont été au rendez-vous pour pallier certaines insuffisances ou carences. Elles ont également consenti un effort très important pour soutenir les publics les plus précaires que la crise a d'ailleurs fragilisés.
Les communes, leurs groupements ont souvent augmenté leurs subventions versées aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, voire mené des politiques nouvelles en faveur de ces publics cibles. Les départements, ça a été dit, ont vu leurs dépenses de RSA augmenter de près de 8% en 2020, ce qui a des conséquences sur la situation financière d'un tiers de ces mêmes départements. D'autres collectivités territoriales, les intercommunalités, les communes, les régions, ça a été également dit par un certain nombre d'entre nous, ont apporté des soutiens importants, notamment en matière économique. Au bilan, le coût pour les collectivités locales, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros en 2020, rapport Cazeneuve, dont plus de 3 milliards seraient imputables à des dépenses supplémentaires. Eh bien, l'impact financier de la crise sur les dépenses des collectivités, à cette heure, est loin d'être définitif. Et il nous faudra donc, alors que les collectivités continuent de mobiliser des dépenses, et notamment, ça vient d'être abordé à l'instant, dans les centres de vaccination. Alors, face à ce constat, se pose nécessairement la question de la compensation par l'État de l'impact de la crise sur les collectivités territoriales qui, contrairement à l'État d'ailleurs, n'ont pas, elles, la possibilité de s'endetter massivement, ce qu'elles ne font pas. Vous savez que leurs comptes sont restés dans des normes tout à fait appréciables. Sur ce sujet, d'ailleurs, je veux le dire, la position de la commission des finances au Sénat est constante. Nous préférons privilégier la compensation des pertes de recettes plutôt que de mettre en place des dispositifs généraux et ou automatiques de compensation des dépenses supplémentaires. Ce constat ne nous empêche pas de regretter les dysfonctionnements. Parfois, les plus importants ont été et sont encore ceux relatifs aux masques, où honnêtement, entre un discours qui a longtemps cherché à trouver le bon équilibre et sa voie et la compensation, l'État a vraiment failli là où la confiance doit être solide. Le Sénat, par contre, a contribué au renforcement des mesures de compensation, notamment, et vous le savez, en introduisant le filet de sécurité pour les recettes du bloc communal en 2021, de la même manière que nous avions obtenu la baisse du taux de TVA à 5,5% sur les équipements de protection, ce qui, quand même, réduit la facture pour les collectivités. Alors, si j'analyse avec lucidité la situation, je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est celui du catastrophisme. C'est vrai, vous l'avez dit, monsieur le ministre, certains dont nous étions avaient des craintes. La situation, finalement, a été moins dramatique qu'on aurait pu le craindre. Mais il y a aussi un deuxième écueil qui consisterait à croire que le problème est quasiment réglé alors qu'il reste encore devant nous bien des difficultés et que l'impact d'ailleurs de cette crise est bien différent selon les collectivités. Ainsi, au sein du bloc communal, je veux le redire, ça a été beaucoup abordé, mais les communes touristiques font partie des territoires et des communes qui ont été des collectivités les plus affectées. C'est également vrai pour les régies. Et je veux dire, ici au Sénat, on en a parlé souvent. Lors du PLF, on en a parlé. On nous avait promis dans les 2 mois que la solution serait résolue. Vous avez pris quelques engagements, mais vous avez aussi, monsieur le ministre, bien compris que les 200 millions que vous avez abordés seront manifestement insuffisants. Eh bien, il faudra être attentif parce que le gouvernement avait initialement affirmé que la compensation des pertes de revenus était techniquement impossible. Vous revenez sur cette affirmation et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il nous revient collectivement de nous assurer que l'impact de la crise n'obérera pas la capacité de nos collectivités locales à pouvoir investir pour l'avenir. Ce serait vraiment regrettable, d'autant que dans l'investissement public local, 70% est du fait des collectivités. Enfin, il nous reviendra de veiller à ce que la prochaine loi de programmation des finances publiques, sans rien céder à l'impératif du sérieux budgétaire qui doit nous animer, intègre le rôle décisif que les collectivités auront à jouer dans l'investissement. Les collectivités locales doivent prioritairement pouvoir participer à la relance et ainsi participer à l'aménagement équilibré de et pour tous nos territoires. Je vous remercie.